Puis après, on a travaillé pour des plus grands, donc comme Chanel. Ok. Là. Donc après, toi, on fait du soin, on fait du maquillage. Après, on a des mascaras, des rouges à lèvres liquides. Attends. Pause. Je crois qu'on est allé un peu trop vite là. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Après avoir vu cette vidéo, tu en sauras beaucoup plus que 99% des gens sur l'industrie de la beauté. Aujourd'hui, je t'emmène en immersion dans un laboratoire français qui a travaillé avec les plus grands comme Chanel. Et grâce à cette immersion, tu vas apprendre tout ce que tu dois savoir sur le business de la cosmétique. Je ne t'en dis pas plus, installe-toi et on est parti. Pendant le trajet, j'en ai profité pour checker et envoyer quelques emails, mais aussi préparer mes dernières questions pour le labo que nous allons visiter. Là, on est arrivé à destination, on est à la gare de Quimper. On va aller voir le laboratoire, donc suivez-moi. Arrivé à la gare avec mon fidèle compagnon Arnaud, nous avons ensuite pris un taxi pour aller chez le fournisseur qui se situe à environ 15 minutes de la gare. On est chez Global Beauty Consulting. C'est un laboratoire qui fait de la cosmétique pour les petites entreprises. On va regarder exactement quel type de produits ils font, comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils font exactement et comment ils peuvent vous accompagner. Aujourd'hui, on est là pour les visiter, pour les voir. On va voir Gaël qui a créé cette entreprise. On va discuter, on va également parler de quels sont les secrets pour réussir son entreprise et sa marque cosmétique. C'est parti. Ok, donc ça c'est... Alors, c'est que celles qui nous autorisent à l'exposer. Hein. Comme je t'ai dit, on a travaillé pour plus de 312 marques au dernier comptage. Donc, tu as des marques qui sont installées, hein, comme Polar, Eclaé, c'est des marques qui sont installées. Tout ce qui est indie, ça c'est une marque autour du rasage, des indie brands comme Ocaran, Mimitica, Exertier aussi. On a travaillé pour l'INAE. Puis après, on a travaillé pour des plus grands, comme Chanel. Ok. Là. Donc après, toi, on fait du soin, on fait du maquillage. Toi, on a des mascaras, des rouges à lèvres liquides. On travaille beaucoup le parfum aussi. Le parfum, nous, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Ok. On travaille sur deux axes sur le parfum. On travaille beaucoup sur le réglementaire du parfum. Justement, les accompagner dans tout ce qui est études de stabilité, études de compatibilité, etc. Et tout ce qui est dossier réglementaire. Et après, en fait, souvent, ils nous demandent des dérivés de gamme parfumée. Ok. On va faire le lait pour le corps, le gel douche, le savon liquide, etc. Donc là, on commence à faire la partie formulation aussi. Ok. Ça, donc voilà. La seule chose qu'on fait pas ici pour l'instant, et puis qu'on fait pas d'un point de vue technique, c'est le solaire. Ça, aujourd'hui, j'ai des partenaires pour la partie solaire. On fait pas tout ce qui est poudre compactée non plus dans les palettes de maquillage. Rouge à lèvres, vernis à ongles, pardon. Aujourd'hui, les vernis à ongles qu'on a là, c'est que du réglementaire. Parce que là, on est sur des domaines explosifs. Hein, donc voilà. Crayon de maquillage aussi, techno particulière. Et aérosol, donc c'est pas en fait. Mais bon. Par contre, j'ai des partenaires pour faire ça. Donc si moi, tu me dis, tiens, je dirais, tiens, contacte un tel. C'est vraiment la philosophie du truc. Salle de formulation. Donc on va retrouver des plaques chauffantes, on va trouver des balances, des agitateurs. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait pour tout ce qui est hair care, skin care, certains produits de maquillage. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a qui tourne? Là, c'est une crème hydratante qui est en train de tourner. Donc là, en fait, au niveau du laboratoire, la plupart des essais, on les fait sur 300, 500 grammes, on va jusqu'à 1 litre, 2 litres. Et après, on va passer sur une échelle pilote pour à la fois valider la montée en échelle et aussi pour tout ce qui est produire des plus gros volumes pour tous les différents tests. Quoi. Donc après, là, tu as tout ce qu'on utilise pour le maquillage, donc là, les pigments, les nacres, les paillettes. Donc là, on est dans le monde du maquillage. Ah, tout ça, ce sont des... avec des reflets différents. T'en as qui vont avoir un reflet plutôt bleuté, plutôt vert, plutôt... T'en as qui vont être blanches à reflet doré. Enfin, voilà. Donc là, c'est vraiment l'univers du maquillage dans toute sa splendeur. Donc là, ça nous permet de tous les voir. Après, toutes les matières premières, selon le reste, sont de l'autre côté. Comme je disais, on en a à peu près 1800 chez nous. Donc là, c'est vraiment
Voilà, plusieurs postes de travail. Donc ensuite, après, il y a la station, donc, balance de précision pour tout ce qui est pesée extrêmement précise, notamment sur tout ce qui est pigment, colorant. Donc station de traitement de l'eau, à la fois pour eau déminéralisée et ensuite eau osmosée, pour avoir de l'eau à 99,9% pure. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la salle principale où on élabore les formules. Une fois qu'on a fait les essais à la paillasse, on va vérifier qu'on a bien les spécifications que l'on souhaite, que ce soit en termes de pH, donc la pH mètre, viscosité. Donc généralement, quand on travaille sur les projets clients, on travaille avec un benchmark texture. Et voilà, nous on veut l'équivalent de la crème Blanco, mais en termes de texture. Mais par contre, on le veut en naturel. On va se tendre vers la viscosité, vers le pH, voilà, vers toute cette et la sensorialité bien évidemment. Donc ça pour les mesures de viscosité. Ça c'est le microscope. Donc là on va vérifier la qualité de l'émulsion. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une émulsion, est-ce qu'on va turbiner pendant 5, 10 minutes, 15 minutes pour avoir l'émulsion la plus fine possible. Pour ensuite justement que ça puisse être transposable industriellement. Et après ça c'est la centrifugeuse. Donc là on va faire une test de stabilité immédiat. Donc c'est quoi un test de stabilité immédiat? C'est que dès qu'on va avoir fait l'essai, on va tout de suite le faire tourner à la centrifugeuse. Donc on tourne 2 fois 10 minutes à 4000 tours minute. Donc c'est un test qui est drastique. Quasiment, si ça ne passe pas à la centrifugeuse, il y a peu de chances que ça passe à la stabilité derrière. Alors, sauf cas exceptionnel d'émulsion phase lamellaire, etc. Mais de façon générale, c'est un bon premier test avant de passer en étuve et d'attendre peut-être un mois que ça défasse, quoi. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un premier test de stabilité, on va dire, immédiat. Donc là, du coup, tu as une grosse partie des matières premières qui est là. Donc c'est classé par les cires, les émulsionnants, les conservateurs, les gélifiants, voilà. Toutes les matières premières qu'on peut avoir à utiliser. Donc on a beaucoup de diversité de matières premières, de par la diversité des produits qu'on formule, que ça soit du soin, de l'hygiène, du haircare, du maquillage. Forcément, tu n'utilises pas les mêmes matières premières dans un rouge à lèvres que dans un shampoing. Voilà, donc c'est ce qui fait ça. On fait du bio, on fait du naturel. C'est essentiellement ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et un peu de conventionnel. Voilà. Donc après ici tu as toute la partie étuve. Donc là par exemple tu as l'étuve à 40 degrés. Où là donc on fait les vieillissements accélérés des produits. Donc on les maintient pendant 3 mois. Donc à la fois les stabilités, donc qui sont faits dans des pots standards de laboratoire, et dans les packaging définitifs. Donc ça c'est ce qu'on appelle les compatibilités. Donc vous les gardez pendant 3 mois. Donc et on contrôle régulièrement, donc à 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on les ressort à température ambiante, on prend la mesure viscosité, pH, les différentes spécifications des produits, et on vérifie que le produit il est toujours stable. Alors la réglementation te dit qu'il faut 3 mois de température ambiante et 3 mois 40 degrés. Sauf que tu as quand même des clients qui exportent. Et tu sais que dans un conteneur ou etc., ça peut monter à des températures bien au-delà de 40 degrés, ou même dans certains pays où il n'y a pas de stockage climatisé, etc. Donc on fait aussi du vieillissement à 50 degrés. Donc il faut avoir un regard plus critique à 50 degrés. Je te prends un exemple. Tu mets du sucre, tu mets un dérivé de miel ou des choses comme ça. À 50 degrés, tu sais que ça va cuire. Donc forcément, tu vas avoir un phénomène de brunissement de la formule. Voilà, faut avoir un regard critique par rapport à ce que tu as mis dans ta formule pour dire c'est stable ou c'est pas stable. Voilà. Tu as certaines technologies d'émulsion, tu sais qu'à 50 degrés, ça tient pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le vieillissement. Donc ça, on retient ça pendant 3 mois, ce qui équivaut à 3 ans à température ambiante. Donc nous, on suit ensuite à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en température ambiante à l'obscurité, pour vérifier que ce qu'on a extrapolé à 3 mois 40, ça équivaut à 3 ans à température ambiante. Donc après, et pourquoi les 3 ans et pas une autre période? En fait, aujourd'hui, ce que te dit la réglementation, c'est que si tu fais 3 mois 40 degrés, 3 mois à température ambiante, tu peux conclure, et que ton challenge test est OK, que ton activité de l'eau est OK en fonction de tes formules, tu peux conclure à une durabilité supérieure à 30 mois. C'est ce que te dit le règlement cosmétique européen. Dans les us et coutumes, on pousse jusqu'à 3 ans, ce qui fait 36 mois. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on donne une date de péremption, on dit que c'est 3 ans. Mais ça n'apparaît pas sur le packaging. Et parce qu'en fait, quand tu dépasses cette durabilité supérieure à 30 mois, tu as le petit symbole du pot ouvert avec écrit 6 mois, 12 mois à l'intérieur, qui correspond à la période après ouverture.
C'est-à-dire que ça, c'est ce que te dit la réglementation. Si par exemple, mon produit, on dit, à 2 mois, il était OK, en stabilité, 3 mois, il a déphasé. Donc tu sais qu'à 2 mois, il est bon. Tu peux décider de mettre ton produit sur le marché. Ok. C'est pas interdit. Mais tu n'auras pas ce symbole du petit pot ouvert. Tu auras une date de péremption, comme sur un yaourt. Et donc, si c'est 2 ans, si c'est 2 mois, pardon, de stabilité, c'est 2 ans de date de péremption. Ok. Voilà. Donc voilà, on est en juin. Il faudra que ce soit en août, en juin dans 2 ans, l'année prochaine. où là où tu auras ta péremption. Ok. Voilà. D'accord. C'est pas interdit. C'est ce que font les marques de cosmétiques fraîches, par exemple, comme Auré, par exemple, qui est une marque qui fait des cosmétiques avec des fruits frais, etc. Elle fait pas de stabilité à long terme. Elle dit, voilà, mon produit, il doit être stable pendant X jours au frigo, ou X semaines au frigo, comme un yaourt. Après, c'est une gestion logistique différente. Voilà. Donc, la réglementation te permet de faire ça. Ok. Voilà. Par contre, effectivement, quand un client achète un produit, et ça, c'est quelque chose que personne ne sait, hein, tu peux très bien avoir fabriqué avec des matières premières qui se périment demain, mais ils sont pas périmés aujourd'hui. Donc, je fabrique mon bulk. Ma péremption est dans 3 ans. Et donc, mes matières premières ont peut-être déjà 2 ans, 3 ans. Et ensuite, la cliente, elle peut l'ouvrir que le jour avant les 3 ans, et elle est repartie pour une péremption, une période après ouverture de 6, 12, 18 mois. C'est-à-dire que le produit peut avoir facile 4 ans, 5 ans sur le marché. D'accord. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça aussi qu'on fait du vieillissement accéléré, pour s'assurer que peu importe les conditions, le produit reste stable et non dangereux pour le consommateur. C'est pas parce qu'un produit va devenir plus jaune qu'il va être dangereux. D'accord. Par contre, s'il devient plus jaune parce qu'il y a une oxydation d'une molécule qui fait que ça devient irritant, etc., là, c'est un autre problème. Mais ça, le consommateur n'a pas de... Mais ça, c'est à nous de le valider en amont. C'est pour ça qu'on fait ces études-là en vieillissement, en études. Et qu'on peut pas dire, je fais ma formule, je fabrique, je conditionne, et c'est bon, tout est réglé en 3 mois. Ça n'existe pas. On a des appareils un peu plus spécifiques, donc comme cet appareil-là, hein, donc qui est un Sun Test. Donc en fait, à l'intérieur, on a une lampe xénon qui est juste là, qui va mimer les rayons du soleil pour valider la stabilité à la lumière de certains produits. Ok. On utilise beaucoup ça pour les parfums, pour tout ce qui est dès que ton packaging est transparent et qui va être exposé à la lumière. Gel douche, etc. Voilà. Donc là, on fait ça pendant 24-48 heures. Ça dépend des protocoles. C'est refroidi, bien évidemment, parce que on a un groupe froid à côté, parce que le soleil s'échauffe. Bien sûr. Voilà. Donc justement pour valider la stabilité à la lumière. Ok. Mais j'ai une question tout à l'heure. Tu as dit que tu es obligé d'avoir au moins ce test de stabilité-là de 3 mois, et ceux qui te disent que tu peux créer un produit en 3 mois en marque blanche, comment ils font, par exemple? Quand c'est de la marque blanche, si c'est de la vraie marque blanche, ils ont déjà fait le test. C'est que tous les tests ont été faits. Okay. C'est qu'une vraie marque blanche, c'est tu changes rien dans ta formule. T'as ta formule, t'as le parfum, tu changes rien du tout. Elle est déjà dans un packaging. L'étude de compatibilité avec le packaging est déjà faite. Si ton pot il est blanc en plastique, tu peux pas le dire je vais le mettre dans un pot en noir en plastique, ou dans un pot en verre, ou dans un pot en alu. Tu es obligé de prendre le pot pour lequel a été fait l'étude de compatibilité. D'accord. Si ça défait, toutes les tests ont été faits, le challenge test pour la microbio, les tests d'innocuité, t'as plus qu'à coller ton étiquette dessus. Donc entre le moment où tu vas commander et le moment où tu vas te livrer, ça peut même être moins de 2 mois. 2 mois. Hein. Okay. Des fois, c'est du délai d'appro matière, etc. Et là, c'est de la vraie gamme blanche. Mais ça veut dire que tous les tests ont été faits en amont. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as des temps qui sont incompressibles. Moi, il y a une règle que j'applique dans le développement produit. Alors après, ça s'ajuste en fonction des tests, etc. Mais il y a la règle qui s'appelle la règle des 3, 6, 9, 12. 3 mois de dev pour sourcer les matières premières, faire les différents essais, les différents allers-retours avec le client pour trouver la formule. 3 mois de test de stabilité, compatibilité, ceux-là, ils sont incompressibles. Tu peux pas les comprimer. C'est la réglementation, c'est la loi de Van Hoff et Arrhenius. Voilà, c'est comme ça. Et après, généralement, tu lances tes études de microbio, d'innocuité, d'efficacité, la toxicologie. Ça reprend 3 mois. Et après, on dit encore 3 mois supplémentaires pour je passe mes commandes de matières premières et d'emballage, la fabrication et le conditionnement. Après, en fonction des délais d'appro de certaines matières, de certains packs, certaines prises de risque que tu veux prendre, tu peux plus ou moins raccourcir. Mais tu as même certains tests, tu ne peux pas faire certains tests. Par exemple, là, tu veux faire des produits éclaircissants et je dois faire les tests en ce moment. Dans l'hémisphère nord, ça sert à rien, tu peux pas les faire. Donc, soit tu les payes plus cher, tu vas dans l'hémisphère sud, et c'est techniquement possible, soit t'attends la prochaine période hivernale. Tu as des produits solaires ou les produits pour nourrissons
Il y a certains tests qui demandent beaucoup plus de temps. Bien sûr. Et là, tu peux vite tomber entre 15 et 18 mois. Ok. Voilà. Quelqu'un qui va vous dire un solaire, je te le fais en 6 mois, bah, c'est pas du développement. Ok. C'est qu'il a déjà quelque chose qui a déjà été évalué, où tu vas peut-être rajouter le parfum, etc. Mais un solaire en 6 mois, c'est pas possible. C'est soit de la gamme déjà pré-développée, que tu viens personnaliser, ou alors c'est de la gamme blanche. Voilà. Et quand c'est pré-développé, par exemple, et que tu viens personnaliser, changer le parfum, supposons, oui. tu es obligé de refaire les mêmes tests derrière. En Europe, oui. Oui. En fait, à partir du moment où tu vas changer, alors c'est la réglementation européenne est connue pour être une des plus drastiques du monde, hein, tu changes un parfum, tu changes un packaging, un matériau, etc. T'as beau la formule avoir déjà été testée, etc. Bah, tu es obligé de refaire ces tests-là. Alors, par contre, tu peux te dire, je prends des risques, mais qui sont plus maîtrisés, parce que la base, elle est déjà évaluée. Tu passes d'un packaging en PP à PET, bon, voilà, il y a peu de chances que tu aies des surprises. Donc, tu peux prendre des risques. Mais réglementairement parlant, tu es obligé de refaire tes 3 mois de Stable Combat. L'évaluateur peut demander à refaire certains tests. Est-ce qu'il va te demander de refaire la microbio? Peut-être pas si c'est le même pourcentage de parfum. Par contre, le parfum influe forcément sur l'inocuité. Il va te redemander de faire l'inocuité cutanée. Et ça, c'est pour 3 mois. Mais sur la partie sécurité du consommateur, c'est le toxicologue qui dira, tiens, faut refaire ça ou ça par rapport à la formule qui a été évaluée au départ. D'accord. Voilà. Et c'est même sur des produits que tu as déjà développés, même qui sont déjà en gamme blanche. La réglementation du parfum, par exemple, elle évolue quasiment tous les ans. Il y a ce qu'on appelle l'IFRA. Là, on était à l'IFRA 50, on vient de passer à l'IFRA 51. Tu as certains parfums qui passaient IFRA 50, qui ne passent plus IFRA 51. Donc, bah, soit faut réduire ton pourcentage de parfum pour rentrer dans l'IFRA 51. Et donc là, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, généralement, ça se passe bien. Ou alors, il y en a, il faut carrément reformuler le parfum. Moi, j'ai un client, là, il est passé pour notre parfum, on était à 22% de concentré. Là, il peut en mettre plus que 8% selon la nouvelle norme IFRA. Là, il est obligé de retravailler son parfum complètement pour retrouver l'odeur, parce qu'entre 22 et 8%, voilà, forcément, c'est pas la même chose. Ouais. Donc là, il est obligé de se retaper tout, à cause des évolutions réglementaires. D'accord. Et ça, les évolutions réglementaires, on a des alertes tous les jours. Parce que si tu te limites qu'à l'Europe, voilà, tout le monde suit à peu près l'Europe. Mais par exemple, aujourd'hui, notamment avec l'explosion du digital, tu peux très bien vendre aux États-Unis, au Japon, etc. Quand tu commences à faire que de la vente, on va dire, de fournisseurs, enfin de marques à clients avec du Colissimo, etc., les douanes, tu les passes facile. Par contre, quand tu commences à envoyer les palettes, c'est plus la même. Et là, bah, aujourd'hui, par exemple, si on reprend l'exemple du parfum, tu as les normes parfums au Canada et aux États-Unis qui ont évolué au niveau des composés organiques volatiles, notamment de l'éthanol. C'est-à-dire que tu peux plus mettre autant d'éthanol que tu veux dans tes produits. Sinon, tu passes pas au niveau des douanes. D'accord. Voilà. Il y a plein de, et en fait, ces évolutions-là réglementaires, c'est une veille permanente. Moi, j'ai une personne que je paye à temps plein. Elle fait pas que ça, mais elle fait une grosse partie de son temps, elle fait de la veille réglementaire. Et les marques doivent aussi faire la même chose et tout le temps être sur la réglementation parce que les produits peuvent changer. Ah bah, de toute façon, aujourd'hui, la personne responsable de la mise sur le marché, c'est la marque. Donc, soit elle est en capacité elle-même, les grosses marques, généralement, de faire sa propre veille réglementaire, soit bah, elle la sous-traite à des experts en réglementation, des laboratoires. Voilà. Mais c'est des choses qui se payent, en fait. Et en fait, il y en a beaucoup dans nos clients qui se disent, tiens, c'est bon, j'ai fait mon DIP, hop, c'est bon, c'est fini. Non, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Nous, quand on travaille pour des clients, la veille réglementaire, on l'a fait pour nous. Et, tiens, il y a une nouvelle alerte, on met ça dans notre système informatique. Tiens, tu es concerné. Paul, tu es concerné. Ça concerne ton produit. Voilà ce que tu as à faire. Combien ça prend de temps, combien ça coûte. Moi, ce que je sais pas, c'est est-ce que la référence qui est concernée, elle est stratégique pour toi? Est-ce que ça vaut le coup de la retravailler ou est-ce que bah, elle va mourir de sa belle mort et tant pis. Et ça, en fait, moi, j'ai pas cette information-là. Donc, nous, on donne l'information. C'est inclus, on va dire, dans le package et dans le SAV, entre guillemets. Par contre, je suis pas en train de prendre les gens par la main en disant, est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Voilà. Ok. Mais voilà, ça, c'est vraiment des choses... Il y a des gens, nous, ils nous ouvrent pas le DIP. Ils ouvrent pas le DIP. Ils savent pas ce que c'est. Ils l'ont téléchargé, ils l'ont mis sur leur drive, et puis c'est bon. C'est bon. Et en fait, ils en ont besoin pour aller à l'export, ils en ont besoin pour répondre à certaines demandes de distributeurs, etc. Et ça, et puis effectivement, c'est un document qui est vivant. Alors, il y a des fois, j'ai des produits qu'on a développés en 2017 où il n'y a rien qu'à changer. Parce que, voilà, par chance, après, on n'a pas de boule de cristal non plus, mais quand on essaie de développer, par exemple, là, on a un client qui nous demande d'utiliser des acrylates. On sait que certaines familles d'acrylates vont être considérées comme des microplastiques. Bon, on les met pas.
Oui, mais on peut le mettre aujourd'hui. Oui, mais si je te redis dans 2 ans, t'es obligé de recommencer, ça va pas te faire marrer. Donc, on n'a pas la boule de cristal. On essaie d'anticiper un maximum de choses, mais après, voilà. Et les évolutions réglementaires sont régulières. Et ça, c'est de la responsabilité de la marque. Demain, la marque n'a pas fait, enfin la personne responsable, donc la marque en l'occurrence, n'a pas fait le job. Les autorités sanitaires, la DGCCRF maintenant, parce que tout est arrivé chez la DGCCRF aujourd'hui, arrive et dit bah vous n'êtes pas conforme, bah, ouais. Là, vous avez que vos yeux pour pleurer. Hein. Ok, ça marche. Donc là, du coup, donc on a fait la stabilité accélérée avec le sun test. Là, on fait de la stabilité à la lumière naturelle. Alors, ça reste de la lumière bretonne, mais ça reste de la lumière naturelle. Voilà. Donc, notamment donc pour tout ce qui est produit dans des packaging transparents. Voilà. Ou demande spécifique du client parce qu'il va avoir un testeur et qu'il va forcément le produit va être tout le temps sans son étui. Donc du coup, voilà. Donc après, si tu as un packaging par exemple qui est teinté comme certains flacons de parfum, ce test-là, tu ne le fais pas? Ah là, par exemple, tu prends ce pot-là, toi, il est teinté, il est teinté bleu, mais il laisse passer la lumière. D'accord. Donc là, je suis obligé de faire le test à la lumière. Par contre, si c'est un vrai laquage complet opaque, on n'a pas besoin, qui ne fait pas passer les UV, ben on n'a pas besoin de faire les. D'accord. On n'a pas besoin de les faire. Effectivement, test de stabilité, compatibilité. Donc là, test à l'étanchéité, donc ça c'est un caisson à vide. On va venir mettre le packaging, souvent avec de l'eau ou le produit fini, les deux, pour vérifier l'étanchéité du packaging, vérifier qu'il n'y a pas de fuite, etc. Du coup, ça permet de débuller les produits. Ça monte jusqu'à... Ça doit monter jusqu'au bout? Oui, en fait là, ça va nous permettre d'enlever l'air qu'il y a dans la crème. Ok. Et c'est ce qu'on appelle débuller. Donc là, on a mis de l'air dedans avant d'agiter. Et on débule, c'est-à-dire qu'on va faire monter l'air pour que les bulles elles explosent. Donc l'air va partir et comme ça, on aura une crème sans air. Bien lisse. Bien lisse. Là, ça monte, il y a toutes les bulles d'air qui sont dans la crème qui montent. Puis moi, je vais casser l'huile au début jusqu'à qu'elle redescende tout seul. Ok. Et faire un puits d'air dedans. Ok. Et en fait, on n'a pas ce phénomène-là sur la machine de production, parce qu'on travaille sous vide. Ok. Alors que les filles, quand elles travaillent à la paillasse, bah forcément, quand on agite, on incorpore de l'air, et qui peut venir perturber la stabilité des formules derrière. Ah oui, là, ça gonfle. Là, c'est comme de la pâte à pain, pareil. Ah, et tu refais ça plusieurs fois? C'est ça, jusqu'à ce qu'elle explose toute seule. Jusqu'à ce que ce soit plus moi qui peux activer le levier. Ok, d'accord. En fait, là, quand je baisse, en fait, on enlève toute l'air qu'il y a dans la cuve quand on s'est relevé. Et donc, quand je baisse, je rajoute de l'air qu'il y a dedans. Ok. Donc, ça permet au but de redescendre et pas que ça déborde tout simplement. Ok. Puis je fais jusqu'à que les bulles explosent. Ok. Et à la fin, ça fait des mini cratères en fait en haut qui. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air du tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça permet d'avoir, quand on soumet au client, ou même pour nos études de stabilité, d'avoir une crème qui est bien lisse et qui est représentative de ce qu'on a en prod. Ok. Excellent. Parce que tu peux te retrouver, des fois, une émulsion, c'est une interface huile-eau. Hein, et en fait, si tu as une interface huile-eau-air, des fois, sur certaines typologies de formules, ça peut venir déstabiliser des formules. On a déjà eu des soucis comme ça. Et ça vient perturber, alors que la formule est parfaitement stable si elle est complètement débulée. Quoi. Donc on l'a acheté effectivement pour ça, et du coup on l'utilise aussi pour les étanchéités. Ok, ça marche. Et genre ça peut durer combien de temps? Ça dépend. Plus c'est liquide, plus ça prend du temps. Ok. Là je suis semi-liquide. Donc ça sera semi-long. On va continuer. Hein. Je crois qu'il veut encore voir la bulle. Lui il veut voir. Je crois qu'il est passionné par le process. Et donc là après, pareil, on retrouve les mêmes appareils que de l'autre côté. pH-mètre, viscosimètre, pH-mètre, pardon. Ça c'est un appareil pour l'indice de réfraction. Donc il sert à la fois ici et en R&D, ce qu'on utilise un peu moins. C'est l'indice de réfraction, c'est l'indice de transparence. Ok. Voilà. Plus l'indice de réfraction se rapproche de l'eau, plus c'est transparent. Voilà. Au-delà de tous les contrôles qu'on fait, donc pH-mètre, viscosimètre, étanchéité, on va faire de la perte en poids, on va faire la restitution. Donc nous, on s'est fixé un certain nombre de règles. Aujourd'hui, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait une perte en poids de plus de 4%.
et qu'on doit pouvoir restituer plus de 90% du produit. Ok. Voilà. C'est une règle interne. On a certains clients, c'est 95%, d'autres, ils n'ont pas de règles. La plupart de nos clients n'ont pas de règles, donc on applique ces règles-là. Et puis après, évidemment, on va valider aspect, couleur, odeur. Voilà. Okay. Et généralement, on essaie de gérer la stabilité et la compatibilité en même temps. D'accord. Parce que ça nous permet d'évaluer s'il y a une instabilité. Est-ce que c'est l'instabilité liée à la formule ou est-ce qu'elle est liée à la formule dans son packaging? Des fois, moi, ça a déjà arrivé, la formule est hyper stable. Je la mets dans le packaging, il y a des phases. Ça vient d'un petit joint. Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était un petit joint en silicone qu'il y avait sur un couvercle. Et bah là, tu es obligé de prendre, de démonter le packaging et de voir morceau par morceau, qu'est-ce qui fait que ça défasse. Voilà. Donc ça, c'est hyper important d'accompagnement. Ça marche. Et en fait, souvent, ce qui plante les projets, il y a deux choses qui plantent souvent les projets. Le parfum. Quand je dis qui plante le projet, c'est en termes de timing par rapport au respect de rétro-planning. Le parfum, parce que c'est souvent quelque chose, ah bah je sais pas, peut-être, machin, voilà, et on le briefe pas assez tôt. Donc nous, on essaie de, dès qu'il y a eu le kick-off avec le client, on briefe le parfumeur. Donc nous, on vient y mettre notre brief technico-réglementaire. Je veux pas d'allergène équitable, etc. par rapport au brief du client. Et le client va venir mettre son brief olfactif. Je veux que ça sente la fraise, je veux que ça sente la vanille, je veux que ça sente les fruits rouges, etc. Et en fait, c'est des fois là où bah, c'est un peu long. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dès le départ. Et souvent, une fois qu'on a ça, nous, on peut commencer la formulation. Parce qu'il y a beaucoup de formules qui sont parfum dépendants. Tu vois, tu fais un gel douche transparent, si tu fais le gel douche sans parfum, personne va lâcher. Bah non, c'est pas ça, c'est que techniquement, il va être transparent. Dès que tu vas mettre le parfum, il peut devenir trouble. D'accord, voilà. Ok. Donc un parfum, c'est hyper impactant sur la formulation. Et après, la deuxième chose qui plante les projets, c'est l'étude de compatibilité. Parce qu'on n'a jamais le packaging. Parce qu'il nous faut le packaging définitif. Quand je dis définitif, c'est en termes de matériaux, de couleurs et idéalement de fournisseurs. Voilà. Et est-ce que c'est... supposons on a une incompatibilité entre un type de packaging et une formulation. C'est quoi qu'on modifie la plupart du temps qui est modifié? Est-ce que c'est le packaging la plupart du temps? À cette étape-là, oui, généralement c'est le packaging. Parce que justement, on n'a pas eu le packaging assez tôt dans le développement pour pouvoir faire des essais. Oui, ben, généralement le packaging, les gens ils pensent à la fin. Bah oui, et c'est pour ça que généralement on le demande assez tôt. Une fois qu'on a fait donc les essais paillasses, qu'on a fait les études de stabilité, on va passer effectivement à une étape où on va fabriquer les vracs pour faire tout ce qui est challenge test, patch test, innocuité oculaire, éventuellement innocuité pour les lèvres, etc. Les vracs, quand tu dis les vracs, ça veut dire que tu vas faire la formule en plus grosse quantité. Ok, genre 2 litres, 5 litres. Alors le minimum qu'on peut faire dans cette cuve-là, c'est entre 7 litres 5 et 8 litres. Ok. Et on peut aller jusqu'à 25 litres, théorique, mais on va jamais au-delà de 20. Ok. Parce qu'après 25, t'es vraiment ras, et le mélange se fait pas forcément idéal. Ok. Donc ça va nous permettre aussi de refaire tous les pièces pour les tests d'usage. Ça peut quand il nous faut 20 pièces de 500 ml, voilà, on fait tout de suite 10 kilos. Voilà. Donc aujourd'hui, ça nous permet de faire des formules en une seule fois, une grosse quantité, d'avoir quelque chose de représentatif de l'industriel et de commencer à faire ce qu'on appelle la transposition industrielle, donc monter en échelle. Parce que du coup, au-delà des agitations, quand on agite au laboratoire, on agite en un seul point. Là, sur cet appareil-là, on va agiter en 3 points. Donc il faut bien qu'on puisse ajuster cette partie-là. Donc on a une turbine en fond de cuve, donc qui va être représentative de ce qu'on a au laboratoire. Mais au laboratoire, on vient racler avec une spatule, etc. Il faut bien qu'on refasse ça. Et en fait, on a ce phénomène-là avec les racleurs qui sont sur le côté. Et donc là, justement, en tournant comme ça, on va venir racler le produit pour venir gaver l'émulseur. Voilà. Ok. Et en fait, c'est représentatif de ce qui se fait dans des plus grandes cuves. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on appelle l'étape pilote. Donc là, nous, on est sur du matériel qui est chauffé avec de l'eau surchauffée à 110 degrés. Donc en fait, c'est comme un gros bain-marie. En fait, là, il y a une double enveloppe à l'intérieur. C'est vraiment comme un bain-marie. On envoie de l'eau à 110 degrés à l'intérieur qui permet d'atteindre assez rapidement 75-80 degrés la température de l'émulsion. Et après, on a un échangeur à plaques qui nous permet de récupérer les calories dans l'eau de ville et de refroidir plus rapidement avec une consommation d'eau réduite pour refroidir le produit. Ça marche. Voilà. Et après, c'est en fonction de certaines formules, et ça c'est la connaissance du formulateur de ces matières premières. Soit on va faire un refroidissement très brutal, soit on va faire des refroidissements par palier.
pour éviter justement des phénomènes de cristallisation anarchique qui ferait que ta formule derrière, elle n'a plus la même sensualité et elle n'a plus la même viscosité et pas la même stabilité. J'espère que cette immersion et cette vidéo vous a plu. Ce petit vlog en immersion au sein de GBC vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Ça, c'est le plus important. Restez connectés car il y a un autre entretien, un podcast avec Gaël qui vous explique son parcours, comment il est venu à créer ce laboratoire et aujourd'hui, comment on tourne le business. Il nous donne vraiment des tips, mais incroyables, encore plus que ce que vous avez appris dans cette vidéo, dans ce podcast. Alors, restez connectés, ça arrive très vite. Si vous voulez joindre et contacter Gaël et le laboratoire GBC pour vos projets cosmétiques, je mets toutes les infos en description. Et si vous voulez lancer votre marque et être accompagné de A à Z, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos proches. Et on se dit à très vite, à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Paul. Ciao.